Le capitaine Amadou Ayassanogo a été officiellement installé dans ses fonctions de président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. C'était tout après-midi au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République par intérim. Le comité a pour mission principale de rendre l'armée et les forces de sécurité professionnelles et républicaines au service du Mali. Le Mali autorise la Cour pénale internationale à mener des investigations sur son territoire pour déterminer les crimes commis par les terroristes au nord du Mali pendant les 10 mois d'occupation. La convention entre les deux parties a été signée cet après-midi à cet effet. Journée mondiale de la radio ce 13 février à l'initiative de l'UNESCO. Depuis octobre 2011, la journée vise à faciliter l'accès des populations à l'information radiophonique. Dans ce journal, nous nous intéressons au rôle et à la place qu'occupe la radio dans le paysage médiatique du Mali. Mercredi 13 février, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, professeur Diankouna Traoré. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Diambélé. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye Sissoko. Avec vous donc le contenu du Conseil des ministres de ce jour qui a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Tout à fait, Ndeye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction du siège de la Cour suprême du Mali à Bolé-Balankabougou, en commune 6 du district de Bamako. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail du personnel de la justice, le gouvernement a entrepris la réalisation d'un siège pour la Cour suprême. Les travaux à exécuter dans ce cadre portent sur la construction de 4 principaux blocs de bâtiments de 4 niveaux R+3 avec bureaux, salle de réunion, salle d'audience, salle de restauration et la réalisation de places de parking couvertes. Le marché est attribué après appel d'offres à l'entreprise Chesec pour un montant de 10,317 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 3 ans. Le nouveau siège de la Cour suprême sera édifié à Bolé-Balankabougou, en commune 6 du district de Bamako. Le financement est assuré par le budget national. 2. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction d'un dépôt d'avitaillement en kérosène à l'aéroport de Kai-Dagdag ainsi que les travaux d'aménagement connexes, en vue de renforcer les équipements de l'aéroport de Kai-Dagdag pour le rendre plus opérationnel et réduire les coûts liés à son exploitation. Le gouvernement a entrepris la réalisation d'un dépôt d'avitaillement en kérosène. Le marché relatif aux travaux de construction du dépôt et aux travaux d'aménagement connexe a été attribué après appel d'offres au groupement Builders Jawara pour un montant de 2,822 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 12 mois. L'exécution du présent marché devra permettre de lever une contrainte à l'exploitation optimale de l'aéroport de Kai-Dagdag qui a été reçu et équipé dans le cadre de la politique de désenclavement intérieur et extérieur du pays pour recevoir un trafic international long courrier. Le financement est assuré par le budget national. Sur le rapport du ministre du Travail et de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret relatifs à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du secrétariat général du gouvernement. Le secrétariat général du gouvernement est un service de la superstructure administrative placé sous l'autorité du Premier ministre et il a pour mission d'assurer l'organisation et de veiller au bon fonctionnement du travail gouvernemental. Son organisation et les modalités de son fonctionnement actuel sont fixées par un décret du 5 mars 2004 et son cadre organique déterminé par un décret du 27 avril 2010. Il participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en organisant à cet effet les consultations ministérielles nécessaires et il veille à la régularité des actes adoptés
par le gouvernement ainsi qu'à la conformité des dits actes avec les délibérations du Conseil des ministres. Il est appelé également à donner ses avis sur les questions spécifiques qui lui sont soumises par le gouvernement et à contribuer à l'information des citoyens par la publication des actes législatifs et réglementaires. Le fonctionnement du secrétaire général du gouvernement a été révélé la prise en compte insuffisante dans son organisation de certaines de ses attributions et qui nécessite de revoir les textes le régissant. À cet effet, le service ne comporte pas en son sein une structure dédiée à l'exercice de sa fonction consultative qu'est la production d'avis juridiques à l'intention du gouvernement. De même, les activités du département du journal officiel ont été, faute de moyens, limitées à la production du journal officiel. Les présents projets de décret ont pour objet de prendre en charge ces lacunes en vue de développer davantage l'expertise du secrétariat général du gouvernement en le réorganisant et en renforçant ses moyens humains. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de mission, M. Hassey Diko, juriste, M. Adama Diarra, juriste, M. Abdoulaye Diabaté, journaliste. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, inspecteur général des armées et services, colonel-major Gimba Douga Sissoko. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, secrétaire général, M. Brahima Fomba, professeur de l'enseignement supérieur. Cabinet du ministre délégué chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, conseiller technique, M. Agali Alassane Maïga, ingénieur de construction civile, M. Bakari Amadou Bagayoko, administrateur civil. Au titre du ministère des Malais de l'Extérieur et de l'intégration africaine, directeur des finances et du matériel, voilà, toutes nos excuses, une interruption de courant et nous revenons donc au cabinet du ministre délégué chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, conseiller technique, M. Agali Alassane Maïga, ingénieur des constructions civiles, M. Bakari Amadou Bagayoko, administrateur civil. Au titre du ministère des Malais de l'Extérieur et de l'intégration africaine, directeur des finances et du matériel, Mme Keita Mariam Sempara, inspecteur des finances. Au titre du ministère de la Santé, directeur national de la santé, Dr Oumou Soumana Maïga, médecin. Directeur général de l'hôpital régional de Sikasso, Dr Faoussoubi Kamara, médecin. Au titre du ministère de l'artisanat et du tourisme, chargé de mission, M. Moulay Idrissa Touré, journaliste. Au titre du ministère du logement, des affaires foncières et de l'urbanisme, inspecteur en chef à l'inspection des domaines et des affaires foncières, M. Bila Sina Guindo, administrateur civil. Au titre du ministère de la communication, chargé de mission, M. Sekou Mahim Traoré, informaticien. Directeur des finances et du matériel, M. Suleiman Dambélé, inspecteur des services économiques. Au titre de la culture, conseiller technique, M. Hassan Kouyaté, journaliste, réalisateur des Sissoko. Merci Ibrahima Diombélé, restez avec nous pour la suite de ce journal. Et nous poursuivons tout de suite par une autre activité du président de la République par intérim. Le professeur Diankouna Traoré a présidé aujourd'hui la cérémonie solennelle d'installation du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Il est présidé par le capitaine Amadou Aya Sadogo. Sa mission principale est de mettre en place une armée et des forces de sécurité professionnelles et républicaines au service de la nation malienne. Ibrahima Traoré.
C'est une première au Mali, l'installation solennelle d'un comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Il est présidé par le capitaine Amadou Aya Sanogo. L'événement mobilise toute la hiérarchie militaire et l'ensemble des institutions de la République autour du chef suprême des armées. La cérémonie est toute simple. L'essentiel des propos du président de la République par intérim se résume en ces termes. Je vous renvoie, comme on le dit, à l'exercice de vos fonctions. Que le Tout-Puissant vous inspire et bénisse notre pays. Le capitaine Amadou Aya Sanogo et ses collaborateurs sont ainsi investis de leur mission, celle de mettre à la disposition du peuple malien une armée de véritables professionnels, une armée républicaine et efficace, capable de faire face à toutes les situations, ce qui passe par l'appui, l'assistance, la formation et la rénovation des forces de défense et de sécurité. La mission semble bien comprise par le président du comité. Le comité n'a aucune vocation politique et ne saurait se substituer à la chaîne de commandement militaire. Il s'attelle essentiellement à sa mission de suivi des réformes prévues, et cela dans une étroite collaboration avec les autres structures. Pour mener à bien cette mission, le soutien de l'État ne fera pas défaut, rassure le président Traoré. Il annonce d'ailleurs qu'un certain nombre de mesures seront prises, notamment en termes d'avancement susceptibles de conférer aux membres du comité toute l'autorité indispensable pour le bon fonctionnement de la structure, ce que rassure davantage le capitaine Sanogo. Je vous rassure, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, que quant à ma personne physique, je ne souhaiterais pas passer un seul instant à la tête de l'entité après cette période de transition au cours de laquelle j'aurais eu le privilège de la conduire sous vos ordres et à vos côtés. Actualité oblige, Amadou Aya Sanogo a tenu à saluer les amis du Mali pour leur soutien dans la guerre contre le terrorisme et pour la libération totale du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, permettez-moi d'adresser à la France, aux forces armées africaines présentes au Mali, aux instructeurs et formateurs, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude. Sous votre implication et impulsion personnelle, leur engagement et leur soutien aux côtés de la vaillante armée malienne ont permis la récupération progressive de nos territoires sous occupation depuis un moment. Par cet événement, les autorités politiques et militaires entendent prouver qu'elles accordent leur violon. Et tout le monde lève le toast ici pour faire face au même défi, la libération totale des zones encore sous occupation et la restructuration de la grande armée du Mali. Le comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité n'est pas la prolongation du CNRDRE. La structure n'aura aucune influence sur les autres institutions. C'est le président de la République par intérim qui en donne l'assurance. Djankounda Traoré est au micro de Ibrahima Traoré. La mission de ce comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, c'est de faire en sorte que le plus rapidement possible, nous arrivions à mettre en place cette armée. Ils devront dégager les voies pour y arriver. Ils devront suivre la mise en œuvre du programme que nous aurions élaboré ensemble sur la base de leurs propositions et de leurs constatations. Et ensuite, ils devront évaluer cette mise en œuvre. Je pense qu'ils ont beaucoup de travail. Mais je suis sûr que compte tenu des qualités dont ils ont fait montre jusqu'à présent, de leur abnégation, de leur sens patriotique et de leur capacité de dépassement de soi, ils mèneront cette mission à bon port. Monsieur le Président, est-ce que ce comité aura la confiance de la communauté internationale? Parce que c'est un comité issu quand même du coup d'État du 22 mars. Non, ce comité n'est pas issu du coup d'État du 22 mars. Ce comité, vous l'apprendrez peut-être un peu plus tard, est constitué de militaires, est constitué également de civils. Donc ce sera une sorte de laboratoire qui va être là au chevet de l'armée malienne. Je l'ai dit dans mon intervention et le capitaine Sanogo l'a dit également, ce comité n'est pas un prolongement du CNRDRE. Ce n'est pas non plus une réactivation du CNRDRE. C'est une nouvelle structure. Bon, que le capitaine Sanogo se trouve être celui qui a été choisi pour, disons, faire fonctionner ce comité, bon, c'est compte tenu simplement, comme je l'ai dit, de ses qualités personnelles. Et puis, c'est un formateur. C'est un formateur, c'est son travail. Il n'aura aucune influence sur votre pouvoir? Non, ce comité n'a aucune vocation politique. Non. Le pouvoir politique est le pouvoir politique, le pouvoir législatif est le pouvoir législatif. L'armée, c'est l'armée. Je crois que chacun a son rôle à jouer. Et par les temps qui courent, l'armée a un rôle éminent à jouer.
Le Premier ministre Django Sissoko a reçu en audience cet après-midi le vice-premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères, du commerce extérieur et des affaires européennes, Didier Reynders. Les deux personnalités ont échangé sur la situation actuelle du pays. La Belgique souhaite accorder un soutien logistique à notre pays et reprendre sa coopération pour l'aide au développement. Autre sujet abordé au cours de la rencontre, la tenue des élections d'ici le 31 juillet prochain. Didier Reynders, à sa sortie d'audience, s'est exprimé au micro de Moussa Fani. Nous sommes venus apporter le soutien de la Belgique, comme d'ailleurs de la communauté internationale, aux autorités du Mali, en Premier ministre en particulier. Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de m'entretenir avec lui parce que la situation est particulièrement complexe. Et donc nous tentons d'apporter un soutien pour les forces sécuritaires. La Belgique est présente avec un soutien logistique à l'opération Serval et on réfléchit à une opération européenne qui est en train de se mettre en place, l'opération UTM. Nous souhaitons aussi reprendre le chemin de la coopération au développement. Nous sommes toujours présents, nous sommes toujours actifs, mais on pourrait maintenant redémarrer plus fortement, comme d'ailleurs d'autres partenaires européens le feront aussi. Et puis, le souhait était également de voir comment le dialogue politique, comment la réconciliation, comment le développement d'un état de droit sur tout le territoire peut réellement évoluer ici au Mali. Et je suis heureux d'entendre qu'une commission nationale va pouvoir se mettre en place dans des délais rapprochés et nous ferons tout pour aider à la tenue des élections avant le 31 juillet de cette année. Ce serait la meilleure façon de reprendre le chemin d'un fonctionnement démocratique de l'ensemble du pays. Nous allons intensifier l'effort en aide au développement et bien entendu tout ce qui sera possible de faire pour aider aussi, je disais, au dialogue politique, nous serons prêts à venir en aide. Mais c'est surtout les programmes de développement auprès de la population. J'ai visité ce matin un service de pédiatrie où il y a des efforts faits en matière de lutte contre la malnutrition. Je pense qu'on voit bien qu'il y a des besoins importants dans le pays et donc les efforts d'aide au développement vont être intensifiés. L'Union européenne reprend donc sa coopération au développement avec le Mali. L'annonce a été faite hier, une réponse qui intervient après l'adoption par l'Assemblée nationale de la feuille de route de la transition. La reprise des programmes et grands travaux de l'UE est annoncée pour très bientôt. L'Union entend mobiliser environ 250 millions d'euros pour le Mali et les premiers décaissements seront possibles déjà à partir de juin. Les précisions de l'ambassadeur Richard Zinck, chef de la délégation de l'Union européenne au Mali. Il est au micro de Yaya Konati. Cette reprise est basée parce qu'il y a eu des évolutions ici au Mali. Et avant tout, il y a eu l'adoption de feuille de route. Cette feuille de route qu'il faut maintenant implanter, exécuter, mais c'est ça ce qu'on a demandé depuis de longs mois comme condition principale pour la reprise de la coopération. Cette feuille de route a deux aspects principaux. Une, c'est la reconquête au nord, bien ça se fait aujourd'hui par la force. Et la deuxième, c'est les élections bientôt. Vous reprenez votre coopération avec le Mali. Comment est-ce que ça va se passer concrètement? Dans le développement, on est un partenaire, un des plus grands partenaires depuis 50 ans. On avait arrêté les programmes importants, notamment dans l'appui budgétaire. On avait arrêté également des travaux sur des projets importants, dans l'irrigation, dans des projets de route. Une partie aussi pour des raisons sécuritaires. La situation évolue, donc on est prêt à reprendre. On parle d'une somme à peu près de 250 millions d'euros qu'on est en train de mettre ensemble avec le gouvernement, avec nos États membres avant tout. Et ça va servir, premièrement, à répondre à la crise. Une chose, c'est libérer des zones, et l'autre chose aussi, c'est faire marcher et fonctionner l'État. Il faut aussi qu'on donne les moyens pour faire les élections et qu'on donne les moyens pour faire les réformes nécessaires. Donc la nouvelle coopération avec l'Union européenne va s'inscrire plutôt dans une logique post-crise que dans le classique, ce que l'Union européenne faisait classiquement avec le Mali. Tout à fait, vous avez bien compris. Donc c'est la post-crise numéro 1. C'est avant tout, c'est aider au gouvernement de fonctionner, mais en même temps aussi, on veut reprendre les travaux sur la route à Timbuktu. Vous savez, c'est quand même le plus grand projet routier que l'Union européenne finance au monde. Donc on veut reprendre ça dès que l'armée malienne nous dit
la route est sécurisée, vous pouvez commencer les travaux. On parle également de la route Bourem-Kidal. Là, on n'a pas encore la même étape, mais on est plutôt positif que peut soumettre ça pour approbation éventuelle. Est-ce que les financements pour les autres projets sur lesquels vous travaillez déjà au Mali vont pâtir quelque peu de cette nouvelle démarche post-crise? Non, cette nouvelle démarche post-crise, c'est bien. C'est parce qu'on a dû arrêter certains projets dans le passé. Donc, cet argent est disponible et on va le réorienter maintenant. Donc, le projet post-crise qu'on va faire, c'est d'un côté reprendre les routes, deuxièmement aider avec les aspects de sécurité, donc à la police, à la gendarmerie, sécuriser des choses ici, fournir de l'équipement plutôt rapide, et troisièmement un grand paquet d'appui budgétaire pour aider à fonctionner et à arriver aux objectifs qu'on souhaite ensemble. Alors, 250 millions d'euros annoncés donc, tout cela est disponible immédiatement ou bien c'est une annonce? Nous, on attend que, si tout va bien, le premier décaissement peut se faire en mois de juin. Donc c'est quasiment demain. Là, je parle de l'appui budgétaire éventuel. Pour les routes, dès que les conditions permettent, on reprend. Pour le projet d'irrigation, le projet de décentralisation, tout ça, ça se fait tout de suite. Et si je parle de 250 millions d'euros, ce sont des sommes qu'on veut décaisser dans les prochains 2 ans. Et le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM SA, intitulé Appui aux forces armées, présente à la date du 8 février 2013 un solde d'1 177 427 227 francs CFA. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs. 13 millions de Maliens sont immatriculés pour la carte du numéro d'identification nationale NINA. L'outil qui résulte du RAVEC est en chantier. Une esquisse de ce qui pourrait être un document électoral a été présentée aux représentants de partis politiques. La séance de travail a été présidée par le ministre Abdourahmane Oumar Touré, chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Compte rendu de Moïse Traoré. La probable carte d'identification pour les prochaines élections est en format poche. En matériaux techniques imperméables et résistants aux intempéries, la carte recèle photos incrustées, nom, prénom et lieu de résidence du détenteur. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire qui préside la présentation du document note que l'outil peut avoir plusieurs usages. Plus d'une centaine de représentants de partis politiques étaient à la séance de présentation de l'esquisse. C'est pas la carte d'identification nationale, ça aussi c'est une erreur, mais si vous tournez la page, le verso, vous allez voir que c'est une carte NINA. Donc il convient de se mettre d'accord que ce qui va être produit, c'est la carte NINA qui va être produite. Parce que le numéro d'identification nationale est un élément de sécurisation de la personne. Et il est accompagné des données alphanumériques et des données biométriques. La carte du numéro d'identification nationale NINA est une résultante du RAVEC. Dans la base de données, j'ai signalé 13 688 personnes. Mais j'ai dit que ceux qui sont en âge de voter, c'est-à-dire ceux qui ont 18 ans et plus, ça fait 6 800 000 personnes qui ont des photos. Ça, j'ai donné ces chiffres-là. Bon, nous avons commencé le recensement des Ivoiriens et ils estiment qu'ils sont plus de 2 millions en Côte d'Ivoire. Après 2 heures de débat, le ministre délégué Abdourahmane Oumar Touré a dû inviter les partis politiques à prochainement proposer une garantie par rapport à la remise physique de la carte et à une méthode d'indication prouvant l'effectivité du vote d'un détenteur de carte. La confection de la carte sera confiée à un opérateur après appel d'offres si le temps le permet.
Les forces maliennes et françaises ont mis en déroute dimanche dernier un commando de terroristes. Les bandits se sont retranchés dans les locaux du commissariat de Gao et n'ont pas hésité à tirer sur les forces de sécurité en patrouille dans la ville qui ont riposté. Bilan de l'attaque, plusieurs terroristes tués et 3 militaires maliens blessés. À l'heure actuelle, la ville est calme et les opérations de sécurisation se poursuivent. Les populations, quant à elles, ont repris leurs activités. Le récit de nos envoyés spéciaux sur place, Mansa Doumbia et Daouda Sidiki Diarra. Dans la capitale de la 7e région, un commando djihadiste s'est retranché dans les locaux du commissariat de police ce dimanche. Ces djihadistes ayant été repérés par les forces de sécurité n'ont pas hésité à utiliser leurs armes contre les passants. Ils étaient armés de lance-roquettes, anti-chars, de grenades, de ceintures, des kamikazes et des mines. Il y a un individu qu'on avait identifié et qui apparemment entrait dans les locaux du commissariat de police. Et dès que nos hommes ont cherché à l'identifier, il a tiré sur eux. Voilà ce qui a donné un indice. Donc nos hommes se sont mis à se déployer autour de la police pour chercher à voir clair dans cette situation. Et on s'est rendu compte que dans ce bâtiment, il y avait quelques individus quand même qui l'accompagnaient. Et ce qui a amené un déploiement un peu plus large autour du bâtiment. Nos forces spéciales ont bouclé les lieux en premier. S'en sont suivis des tirs nourris, puis viendront des Français pour épauler leurs frères d'armes maliens. Ces tirs ont fait sauter des djihadistes qui avaient attaché leur ceinture. D'autres djihadistes ont également été tués. Les populations apeurées ont finalement été rassurées. Elles vaguent à leurs affaires comme d'habitude. Voilà, et la ville est calme. La mission internationale de soutien au Mali, MISMA, a tenu ce matin à son siège une conférence de presse sur la situation actuelle du Mali. Occasion pour le colonel Yao Adjoumani de passer en revue les missions assignées à la MISMA. Agibou Koulibaly. Selon le colonel Yao Adjoumani, porte-parole de la MISMA, il y a actuellement une forte mobilisation de la communauté internationale autour du Mali pour bouter hors du territoire les terroristes. Les troupes tchadiennes ont intégré la MISMA conformément à une attente qui s'est dégagée lors du sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine de janvier dernier à Addis Abeba. Pour le conférencier, tous les pays contributeurs à l'effort de guerre ont réagi favorablement à leur engagement. Les contingents guinéens et sénégalais qui devaient franchir la frontière du Mali la semaine dernière sont arrivés. Le Nigeria, qui fournit le gros des effectifs au niveau de la CEDEAO, continue toujours d'envoyer et du matériel et du personnel. Une partie du contingent ghanéen est arrivée également. Même la Côte d'Ivoire, qui sort de 10 années de crise, a décidé de participer à la mission. À cet effet, une équipe d'officiers est venue rencontrer l'état-major de la MISMA la semaine dernière pour les dispositions pratiques en vue du déploiement des hommes. Les questions des journalistes ont porté entre autres sur la divergence entre les bérets rouges et les bérets verts au Mali. Nous n'avons pas de problème avec les bérets verts, nous n'avons pas de problème avec les bérets rouges. Nous travaillons la main dans la main. Et je peux vous assurer que là-bas sur le terrain, ils sont ensemble. Et ils travaillent ensemble. Selon le colonel Yao Adjoumani de la MISMA, plus de 162 000 réfugiés résident dans les pays voisins. Le Mali et la Cour pénale internationale ont signé cet après-midi au ministère de la Justice une convention de partenariat, une signature qui permet à la CPI d'engager des enquêtes au Mali. Les investigations qui débuteront dans les prochains jours visent à déterminer les différents crimes commis par les terroristes au nord du Mali pendant les 10 mois d'occupation. Reportage de Abdraman Maïga. 6 mois après la saisine de la Cour pénale internationale, les choses se précisent actuellement. L'État se resserre contre les criminels et autres bandits ayant commis des exactions au Mali. La Cour pénale internationale, CPI, ouvrira dans les prochains jours dans notre pays des enquêtes. Elle vient de signer dans ce sens une convention avec le gouvernement malien. Ce document servira de feuille de route pour recenser les différents crimes commis par les terroristes en 10 mois d'occupation du nord du Mali. Les crimes visés sont d'abord, je vous le rappelle, tout ce qu'il y a les populations ont enduré au nord Mali. Les meurtres, les mutilations,
les traitements cruels, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les biens protégés, les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement compétent, les pillages et les vols. Pour rappel, le gouvernement malien avait saisi le 18 juillet dernier la CPI pour punir les auteurs des crimes. Par conséquent, il s'engage de son côté à respecter les clauses de la présente convention. Sans complaisance, je dis bien, nous ferons mener toutes les enquêtes par rapport aux allégations d'exactions susceptibles d'être reprochées aux nôtres. Vous assurez enfin que nous demeurons à votre disposition pour une parfaite symbiose. Pour une meilleure réussite des enquêtes de terrain, le chef de la mission de la Cour pénale internationale a sollicité la confiance et l'appui nécessaires de tous les Maliens pour mener à bien cette mission. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, informe la communauté musulmane que le mois lunaire Rabiou Sani a débuté au Mali le lundi 11 février 2013. Nous parlions dans notre édition d'hier de la signature de convention de concession relative à l'attribution de la 3e licence de téléphonie globale au Mali. C'était entre le gouvernement et le groupement de Monaco Télécom International. À travers cette convention, le gouvernement ouvre le secteur des télécommunications à Alpha Télécommunications pour un montant de 55 milliards de francs CFA. Cérémonie à laquelle on prépare des membres du gouvernement, des partenaires ainsi que les responsables du groupe Planor et son président Apollinaire Compaoré que vous voyez sur ces images. Voilà, signature de convention hier pour l'attribution de la 3e licence de téléphonie globale au Mali, licence attribuée donc à Alpha Télécommunications. Plus de 168 millions de francs CFA, c'est le montant de la contribution à l'effort de guerre de la BOAD, la société Total Mali, les compagnies d'assurance du Mali et autres donateurs. Les chèques et les montants en espèces ont été remis hier au ministre de l'Économie et des Finances chargé de la collecte de fonds, Agali Agissa. Les Maliens continuent de prouver leur attachement à la patrie à travers les nombreuses donations. C'est dans le cadre de participation à l'effort de guerre que la Banque Ouest Africaine de Développement, certaines sociétés de la place, le Malien de l'extérieur et d'autres donateurs ont remis plus de 168 millions de francs CFA au ministère chargé de la collecte des fonds. Le comité de compagnie d'assurance a contribué à hauteur de 50 millions de francs CFA. La société Total Mali et son personnel ont donné la somme de 24 millions de francs CFA. Au nom de la BOAD aussi, 50 millions qui viennent s'ajouter à 50 autres millions. Ce don-là est symbolique, sans doute que d'autres suivront, mais à travers nos instruments de développement, nous allons participer activement à la reconstruction du pays, aux programmes d'urgence comme à des programmes à moyen et long terme. Parmi les nombreuses contributions des Maliens de l'extérieur figure en bonne place le montant de plus de 2 493 000 francs CFA du Consul des Maliens de la Mecque, de Djeddah et Médine. L'association des Guinéens résidant au Mali n'est pas restée en marge de cet élan de solidarité. Elle a apporté 1 100 000 francs CFA. Les Maliens de la diaspora ne sont pas restés en marge. Et ils ont contribué d'abord en faveur des déplacés des zones du Nord à hauteur de 216 millions. Et depuis l'appel lancé par le président de la République, ils ont contribué aujourd'hui à hauteur de 282 millions de francs CFA. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a apporté plus de 10 700 000 francs CFA. La Direction générale du Paris mutuel du Mali a remis un chèque de 10 millions de francs CFA au ministre de l'Économie et des Finances. En
En 5e région, lancement hier de la deuxième phase du projet d'appui aux déplacés des régions du Nord dans les communes de Mopti et de Sokoura de l'ONG Unda Tiers-Monde Mopti. Ce projet concernera 600 ménages pendant un semestre pour un coût de plus de 98 millions de francs CFA. Jules Sambou-Sissoko. L'élan de solidarité de l'ONG Unda Tiers-Monde ne faiblit pas au profit des déplacés des régions du nord du Mali. Elle vient de procéder au lancement de la deuxième phase de son projet d'appui aux personnes déplacées dans les communes de Mopti et Sokoura pour un coût global de 150 000 €. C'est vrai que nous sommes en train de sortir progressivement de la crise, mais il est évident qu'il y a toujours des ménages qui sont là présentement à Mopti. Donc c'est pourquoi nous avons jugé utile de continuer donc ce second projet va consister des distributions aussi, donc des vivres et des non-vivres. La satisfaction des bénéficiaires est grande, surtout en ce moment où il y a très peu d'intervenants. On ne peut que saluer, et on ne cessera jamais de saluer vraiment les gestes que Unda Tiers-Monde a à l'endroit des déplacés depuis le mois de mars 2012 jusqu'à nos jours. Ce projet de solidarité contribue à coup sûr à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires qui souhaitent surtout un retour rapide à la paix dans leur terroir. La Convergence pour le développement du Mali, CODEM, vole au secours des populations de Konna et de Diabali après leur libération. Elle vient d'y faire des dons de vivres et de produits pharmaceutiques dans chacune de ces localités. Le parti a également réalisé un forage, valeur de ce geste estimé donc à plus de 38 millions de francs CFA. Cela devrait permettre de répondre aux besoins d'eau des populations de Konna et de Diabali. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités locales et des notabilités. En 4e région, un colloque international s'intéresse depuis lundi à la problématique de la gouvernance et son lien avec la culture. Un colloque qui s'inscrit dans le cadre du festival sur le Niger. Candice Silla nous en donne les détails. La question de la gouvernance est indissociable au lien culturel qui sous-tend les politiques globales. C'est conscient de cette adéquation que le Centre culturel Corée de Ségou a initié ce colloque international. Un colloque dont le thème a été donné par le vernissage de la réplique du monument El Farouk. Un clin d'œil à Tombouctou. Nous voulons reconstituer Tombouctou en miniature avec quelques symboliques très fortes. Juste un élan de cœur à l'endroit de nos populations du Nord pour dire qu'on est ensemble, pour dire que nous sommes le même peuple, pour surtout promouvoir la diversité culturelle et la cohésion sociale. Le parallèle est donc trouvé pour créer un cadre de réflexion et d'échange entre l'intelligentsia malienne, africaine et de la diaspora face à l'idéologie du développement. Pendant longtemps, on nous a fait croire que l'essentiel était de rattraper notre retard, qui est un retard économique, qui est un déficit technologique, etc. Et que les expressions artistiques n'étaient pas l'essentiel. Il s'agit de montrer qu'au contraire, vu la valeur de ces expressions artistiques en termes de moteur, de moyens de construction de l'homme, en termes de valeur, d'identité, de moyens de transformer son être, donc c'est un élément essentiel, ça c'est d'une part. D'autre part, ils peuvent intégrer dans une politique cohérente, être des moyens de réalisation même économique. Un autre thème développé au cours de cette première journée est « Quelle gouvernance pour l'Afrique ?» À travers ce thème, Mamadou Ndiaye, un chercheur malien, s'est appesanti sur les défis majeurs, les périls et les perspectives de la gouvernance. Auparavant, au nom des autorités, Oumar Baba Sidibé, directeur de cabinet du gouverneur, et Mme Aïdra Amnatassi, secrétaire générale du ministère de la Culture, avaient salué cette initiative. Aujourd'hui, 13 février, le monde fête la journée mondiale de la radio, une journée décrétée par l'UNESCO en octobre 2011 pour sensibiliser le public et encourager les décideurs à faciliter l'accès à l'information radiophonique. À l'occasion de la célébration de cette journée, notre rédaction s'est intéressée au rôle et à la place qu'occupe la radio dans le paysage médiatique convoité et très évolutif. Suivant Adama Kodjo et Sidi Mohamed Dambélé qui sont allés à la rencontre de certains acteurs du secteur.
Depuis de nombreuses décennies, la radio occupe une place si importante dans le quotidien de l'homme qu'il est difficile de s'imaginer que celui-ci puisse passer une seule journée sans elle. Dans la sensibilisation et l'information des populations, ces moyens de communication de masse jouent un rôle particulièrement important. Toutefois, une question s'impose de nos jours. Que représente à présent la radio dans un monde dont le paysage médiatique est très évolutif? Pour informer, c'est les radios. Pour apprendre, c'est les radios. Pour faire la communication, c'est radio qui fait les publicités. Donc, dans le marketing, s'il n'y a pas les radios dedans, on ne peut pas faire la marketing. Hein. Vu que mon téléphone n'a pas de radio, j'ai pas de radio à la maison non plus, donc je n'écoute pas la radio. J'ai que la télé, donc je m'informe avec ce que j'ai. C'est en 1988 que le Mali a connu sa première radio libre. Il s'agit de la radio rurale de Caille. Avec la libéralisation de la presse en 1991, notre pays compte aujourd'hui plus de 270 radios privées. À côté des autres moyens de communication, la radio a su garder une large audience à cause de son accessibilité. La radio, c'est les médias de l'oralité. Donc, elle a appris à jouer un rôle irremplaçable. Quand on sait que nous sommes dans un pays où les populations sont à majorité analphabètes, on peut facilement se procurer un poste radio. La radio au Mali, mais pas seulement au Mali, dans le monde, est un vecteur très puissant, très important en matière d'information. C'est le premier métier de la radio. Pour consolider les acquis et répondre aux exigences de l'heure, les acteurs de la presse radiophonique accordent beaucoup d'importance à la formation. Nous avons aujourd'hui dans nos radios des hommes et des femmes qui viennent parce qu'ils sont passionnés. Comment faire pour transformer cette passion vraiment en qualité professionnelle? Cela relève, n'est-ce pas, de la formation. Mais aussi, il faut renforcer les instances d'autorégulation et de régulation. La moitié de nos programmes sont en bambara. Et lorsque nous irons dans le Nord, j'espère que nous obtiendrons des fréquences dans le Nord, nous ferons dans les langues vernaculaires du Nord Mali. Malgré un paysage médiatique très varié, la radio reste un moyen de communication de premier plan dans les politiques de développement. Son écoute à travers les nouvelles technologies de l'information, notamment l'Internet et les téléphones portables, a permis le renforcement de son audience. Voilà, c'est sur ce dossier sur la radio que cette édition se referme. Merci de votre aimable attention. Le programme se poursuit sur l'ORTM tout à l'heure. Vous pourrez suivre votre émission La ligne de front avec Abbas Fambogouri Traoré. Vous pourrez suivre également, revoir ce journal et toutes nos émissions sur notre site www.ortm.ml. Demain, 10h-13h, Amadou Sankaré, 18h-20h, Amara Malé Diallo. Bonne suite de programme sur l'ORTM et sur notre site. Bonsoir à toutes et à tous.